Bienvenue encore cette semaine à Hockey le magazine. Et là, c'est la dernière de la saison. D'après moi, c'est la meilleure. Hein? Écoute, on n'est pas objectif, nous, Danny, pour dire ça. Par exemple, on a passé une super belle saison, Ouais, faut être honnête. On a eu un paquet de bons reportages, paquet de bonnes choses sur l'Académie CCM Play 360 aussi. Tout nouveau cette année. Oui, tout à fait. Ça a été une belle association qu'on est fiers d'avoir eue avec toi et avec les collaborateurs que tu as eus sur la glace qui ont été excellents. Et pour conclure, moi, cette saison, je vous présente un entretien avec Stéphane Fournier de chez Accès Physio qu'on a vu tout au long de la saison. Et toi, pour conclure sur la glace, on termine ça avec qui? Ce sera avec Denis Chalifou pour la réception de passe, alors manquez pas ça. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et le Capto 2, Hygiène du sport. Capto 2, passe à l'action. Vous reconnaissez l'homme à ma gauche, c'est Stéphane Dubé, préparateur physique au Centre Performe Plus de Boisbriand, qu'on a connu depuis plusieurs années maintenant à Hockey le magazine. Et pour cette dernière émission de la saison, Stéphane, j'avais envie de m'asseoir avec toi pour parler un peu de comment ça se passe avec les joueurs, justement, que tu entraînes depuis plusieurs années. On est en plein hiver présentement, mais ça s'en vient bientôt, le retour des joueurs là, vers la fin de la saison, au mois d'avril, au mois de mai. C'est quoi la séquence d'événements qui suit lorsqu'un joueur revient vers toi à la fin de la saison? Bien, dans un premier temps, la majorité des joueurs, on garde contact, Fano et moi, avec eux pendant la saison, parce qu'il y en a beaucoup qui nous approchent, qui communiquent avec nous pour avoir des plans d'entraînement, pour continuer qu'est-ce qu'ils ont fait avec nous pendant l'été. Fait qu'on reste tout le temps en contact de ce côté-là. Quand la saison termine, les joueurs viennent nous voir et on fait un débriefing, si je peux me permettre, de la saison. Retour sur la saison, on discute de ce qui est arrivé, ce qui a bien été, ce qui a moins bien été. Effectivement, que ce soit physique, en termes de match, en termes mental aussi, parce que à la base, nous, on travaille avec des êtres humains. Hein? Fait que, il y a des joueurs qui ont eu des saisons plus difficiles, puis ça se peut, ils ont moins joué. Ça vient tout balancer, puis c'est de se faire une idée, voir où on va aller pour l'année prochaine. Parce que, il y a des joueurs qui sont encore dans la Ligue nationale. On peut prendre un joueur junior qui, lui, il va faire le saut au niveau pro, de Ligue américaine ou Ligue nationale. Fait que ça vient tout impacter le genre de planification qu'on va avoir pendant l'été, comment on va diriger, comment on va bâtir notre structure d'entraînement. Fait que c'est l'information qu'on prend. À partir de là, on fait notre plan, puis les gars s'entraînent après. Tu parles justement de la manière avec laquelle tu bâtis le plan d'entraînement. Je suis certain qu'il doit avoir d'abord un temps de repos, peut-être qui est accordé aux joueurs en fin de saison. Comment ça se passe là, au niveau de la gestion des vacances, si on peut appeler ça ainsi, pour les joueurs? Parce que je suppose qu'ils ont besoin de couper à un certain moment pendant quelques temps. Là. Ils ont besoin de prendre un break, ça c'est sûr, parce que autant physique que mental. Règle générale, moi je donne on conseille 3 semaines de repos. Mais encore là, ça va varier d'un joueur à l'autre. Parce que je peux avoir un joueur qui va arriver ici, qui va commencer à s'entraîner la semaine après. Pourquoi? Parce qu'il s'en va au combine de la Ligue nationale. Ils ont des échéances qui arrivent rapidement. Qui vont être différentes. Un joueur peut s'en aller au camp de Team Canada pendant l'été. Fait qu'on va tout balancer ça parce que c'est toutes des balles courbes qu'on reçoit, les 4 développements. Fait que une fois qu'on a tout calculé, tout ça, on calcule les semaines de repos. Mais règle générale, c'est 3 semaines que l'on préconise pour vraiment décrocher. Je sais que tu es un préparateur physique, mais est-ce que tu as l'impression parfois aussi d'être un peu un coach de vie, je vais le dire comme ça, avec ces jeunes-là, parce qu'ils viennent vers toi tout l'été? Tu es celui peut-être qui voit le plus ces joueurs professionnels-là pendant l'été parce qu'ils viennent vers toi à tous les jours ou presque. C'est un travail qui est quand même assez complet et complexe aussi pour toi d'amener le joueur à performer au mois de septembre au camp d'entraînement? Effectivement, parce que tu sais, les joueurs, on les a pendant plusieurs années. Hein, fait que, c'est un lien qui se bâtit. C'est un lien qui se bâtit. C'est une relation de confiance. Tu sais, coacher, c'est bien au-delà de juste prescrire des exercices. Pour moi, c'est des êtres humains, comme je dis tout le temps. C'est de les comprendre. Puis la relation de confiance se bâtit. Fait qu'année après année, oui, un coach de vie, il y a des bouts, c'est psychologue, il y a des bouts, on porte plusieurs chapeaux, mais pour moi, la relation qu'on bâtit avec nos athlètes, c'est vraiment c'est la base du succès que l'on a avec eux par la suite. Tu as une expertise, Stéphane, depuis tellement d'années avec les joueurs de hockey. Est-ce que tu apprécies de pouvoir témoigner de cette expérience-là avec les jeunes qui arrivent des fois du niveau junior, du niveau midget 3 et qui connaissent peut-être moins un peu le parcours que tu as eu et que tu peux leur transmettre là, ce que tu as vécu avec un paquet de joueurs de hockey puis leur montrer comment tu as pu réussir à les amener au prochain niveau? Oui. Je te dirais, je suis extrêmement reconnaissant du fait que les athlètes me donnent leur confiance, que les parents nous donnent
nous donnent leur confiance aussi. Parce que, tu sais, ils amènent... J'ai des joueurs professionnels qui jouent dans la Ligue nationale depuis plusieurs années, oui, mais ils sont arrivés ici, c'était des flots, là, tu sais, il y avait 13-14 ans, puis, tu sais, la confiance, ils nous la donnent, puis je suis extrêmement reconnaissant de ça, puis oui, je suis reconnaissant, puis je suis privilégié de faire ce que je fais depuis autant d'années, puis d'avoir la relation que j'ai avec ces athlètes-là, ça, c'est indéniable. Bien, nous, on est privilégiés de t'avoir avec Hockey le Magazine depuis plusieurs années. Merci encore pour toutes les capsules qu'on a eues cette saison. C'était un plaisir de discuter en cette fin de saison. Bon été à tout le monde, bon été d'entraînement à tous les joueurs, puis on se revoit bientôt. Merci. Pour notre dernière question quiz de la saison chez Colec Édition avec Pierre à nouveau. Pierre, on va parler cette semaine des avantages peut-être d'acheter ces cartes dans des boutiques spécialisées par rapport à certains magasins grande surface. C'est-à-dire que tu me l'as appris même avant qu'on tourne ensemble pour me dire que c'est pas nécessairement les mêmes boîtes de cartes qui sont vendues dans des magasins grande surface par rapport à des magasins comme ici, des magasins spécialisés. Exactement. On a la chance, nous autres, en tant que détaillants officiels pour les compagnies cartes de hockey, d'avoir certaines moutures de produits qui ne peuvent pas se retrouver dans les autres places. Les produits qu'on appelle hobby, où ce qu'on va trouver, dans le fond, des cartes, des variantes de cartes qui ne seront pas disponibles dans les versions retail grande surface chez les... Ce qui veut donc dire que ces variétés de cartes hobby comme telles ne sont disponibles que dans les boutiques spécialisées. Donc, si on les achète dans des magasins grande surface, on ne trouvera jamais certaines cartes en particulier. Exactement. Il y a des variétés qui sont introuvables dans les grandes surfaces. Bien, ça nous amène donc à notre dernière question de la saison. Parmi les cartes suivantes, laquelle ne se trouve que dans la version Hobby d'Upper Deck Series 1? S.A. La carte Young Guns Eyeglass. B. La carte UD Clear Cut. C. La carte UD Exclusives. D. La carte UD Game Patch. Ou E. Toutes ces réponses. La réponse après la pause. On se demandait avant la pause, parmi les cartes suivantes, laquelle ne se trouve que dans la série Hobby d'Upper Deck Series 1. La réponse est E, en fait, toutes ces réponses. Et là, Pierre, on vient d'énumérer plusieurs variétés de cartes qui sonnent peut-être moins de cloche à des gens qui sont moins initiés, mais c'est pour dire vraiment que c'est des variétés de cartes qui sont rares et qu'on ne retrouve qu'en boutique, finalement. Exact. Ça va être dans les boîtes comme ça, plutôt que ces boîtes-là. Ça va être des cartes qui, la plupart, vont être numérotées ou avec un morceau d'équipement qu'on ne retrouve pas dans la version retail du produit. Je suppose, Pierre, et c'est bien correct, que tu prêches un peu pour ta paroisse au niveau des boutiques de collectionneurs. Il y a des avantages quand même à acheter ces cartes dans des boutiques comme la vôtre par rapport à des magasins qu'on trouve un petit peu partout. Ben oui, parce qu'on a une certaine expertise et une expérience. On va pouvoir vous aider avec votre collection. On essaie de saisir un peu comment, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous aimez dans les cartes de hockey et on va vous guider là-dedans. Pierre et Patrick, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous cette saison. Merci beaucoup d'avoir embarqué dans l'aventure Hockey le Magazine. Puis on espère se retrouver l'an prochain. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. On est de retour cette semaine chez Accès Physio avec Stéphane Fournier, physiothérapeute, président et fondateur d'Accès Physio, pour parler des critères de retour au jeu. Stéphane, tu as eu à travers ta carrière à travailler avec plusieurs équipes de hockey. Tu en as de l'expérience à ce niveau-là. Je suis certain qu'il y a un paquet de facteurs qui rentrent en ligne de compte avant de donner des critères de retour au jeu pour un joueur. Là. Le grand défi, Jasmin, c'est nécessairement pour l'équipe médicale de retourner le joueur au jeu au bon moment. Moi, si je retourne un joueur au jeu rapidement, un match trop rapidement, il risque de se reblesser. Si je retourne le joueur au jeu un match trop tard, il aurait peut-être pu aider l'équipe plus rapidement. Fait que c'est ce défi-là de retourner le joueur au jeu au bon moment. Lorsque vous donnez justement le feu vert qu'on appelle et qu'on entend souvent parler dans les médias, le joueur a eu le feu vert pour le retour au jeu, c'est quoi les critères exactement pour en arriver à prendre la décision de dire « OK, c'est beau, tu peux aller recevoir une mise en échec, par exemple ». Bien, ça doit bien sûr être une décision d'équipe. La médecine du sport, c'est une affaire d'équipe. Le spécialiste, le médecin traitant, le thérapeute et tous les autres intervenants, le préparateur physique, le travail d'équipe de prendre la décision de retourner le joueur au jeu. Mais je te dirais qu'il y a deux grandes catégories de critères, des critères plus généraux, comme par exemple l'âge. Plus le joueur est jeune, plus on va être prudent à le retourner trop rapidement au jeu. Un professionnel versus un amateur. C'est sûr qu'un professionnel, les critères sont plus serrés, les enjeux sont plus grands. Le temps de l'année. Un gars qui se blesse au mois d'octobre versus un gars qui se blesse dans les finales de la Coupe Stanley, par exemple. C'est pas la même chose. Bien, on va être beaucoup plus patient au mois d'octobre. Pourquoi prendre des risques inutiles? Le temps de l'année, on l'a dit, mais bien sûr aussi l'importance du match. Tous ces critères-là plus généraux.
après ça, il y a toute une gamme de critères un peu plus spécifiques, je te dirais. Rapidement, là, la douleur, la mobilité, la force. Bon, il y a un jargon un peu plus médical, là, les signes neurologiques. Fait que si on revient un petit peu à la douleur, oui, la douleur est un critère de retour au jeu. On a parlé éventuellement ensemble où ce que la douleur peut inhiber la force, la capacité à se protéger, la qualité de l'exécution. Fait que si le joueur a trop mal, c'est un critère de non-retour au jeu. La mobilité articulaire. Il faut que j'ai assez d'amplitude pour jouer de façon sécuritaire. Comme par exemple, le joueur se fait une entorse à la cheville, peut-être qu'avec un taping, je peux le stabiliser assez pour qu'il puisse jouer. Un manque de mobilité à l'épaule, par exemple, on n'est pas au hockey, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, par exemple, qu'un lanceur au baseball ou un corps arrière au football. Tout à fait. Fait que l'amplitude de mouvement. Ensuite, la force. Avoir un niveau de force musculaire suffisant pour pouvoir exécuter le mouvement, mais aussi être capable de se protéger. Et finalement, le dernier critère de retour au jeu, qui est davantage au niveau neurologique, pas de perte de force, de sensibilité, des pertes de réflexes, etc. On évalue ça ensemble. Et tous les symptômes de commotion cérébrale, Qui sont à gérer aussi, qui sont en soi un autre gamme là, de choses à gérer. bien, une commotion cérébrale, Jasmin, c'est nécessairement une atteinte au cerveau. C'est neurologique. Alors, les vomissements, les pertes de connaissance, les pertes de mémoire, les pertes d'équilibre, etc. Tous des critères qui nous permettent éventuellement de donner le feu vert ou pas aux joueurs. Stéphane, je te demande un conseil peut-être en terminant pour les jeunes, justement, là, à mémoriser à travers ce que tu viens de nous parler au cours des dernières minutes. Bien, les parents, le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de nous amener vos jeunes le plus rapidement possible quand ils sont blessés. Combien je vois de 35 ans, 45 ans qui ont des blessures qui se sont faites à l'adolescence, qui n'ont pas été gérées, qui ont compensé, qui se sont déconditionnés pour devenir des problèmes plus graves. Stéphane, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous cette saison à Hockey le Magazine. Merci de ta contribution chez Accès Physio. Je suis certain qu'on va pouvoir avoir la chance de se revoir et je suis certain aussi que tu en as appris beaucoup aux jeunes et aux parents qui nous ont regardés. Bien, merci encore de l'invitation, c'était un plaisir. Merci Stéphane. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue à la dernière capsule de la saison. Et pour cette capsule, on va finir en grand avec une énorme pièce d'équipement. Puis c'est encore une fois, vous avez reconnu Éric, un homme unique, une sommité dans le monde de l'équipement qui va nous parler des plastrons. Merci des compliments, Bruno. Ça fait plaisir. Effectivement, cette semaine, on parle de plastron, un sujet qui n'est pas souvent abordé. Ce n'est pas une pièce d'équipement chez les gardiens qu'on voit beaucoup, car elle est portée sous le chandail. Mais il y a quand même beaucoup d'avancements technologiques au point de vue du plastron. Ici, on voit le Bauer Vapor Hyperlight, qui est à des couleurs que nous, on a fait faire sur mesure pour vendre en magasin. On a quelques couleurs différentes en inventaire. Mais c'est aussi possible de faire sur mesure ce plastron-là. Donc, ça prend quelques semaines. On peut faire des graphiques sur mesure également là-dessus. C'est vraiment mobilité, le poids, c'est vraiment le confort du joueur. Si tu es confortable dans un plastron Bauer, demeure dans un plastron Bauer. Puis en magasin, on peut aider à faire le choix. Est-ce que d'être confortable et bien protégé, c'est un combo qui est possible? Oui, tout à fait. Ici, j'ai le dernier plastron de Warrior, qui est vraiment une pièce de très haute qualité, qui est très populaire chez les gardiens. Multiples ajustements, protection très, très avancée. Puis, par contre, ça peut faire peur un petit peu pour un gardien qui a son plastron depuis longtemps, par exemple, qui arrive en magasin puis qui voit ce plastron-ci, puis qui voit les avant-bras qui sont quand même construction complexe, des pièces qui peuvent être intimidantes. Mais en fait, c'est vraiment un ajustement incroyable. Exactement. Pour un gardien, tu bouges tout le temps, tu es constamment en train de réagir au jeu, mais tu vas être certain que quand tu bouges, tu n'exposes pas une partie de ton corps. Fait que de venir vérifier ici en magasin, qu'est-ce que tu conseilles à ces gardiens-là pour être certain que le plastron bouge avec eux? Bien, c'est un bon point, Bruno. Donc, on parlait des avant-bras, mais aussi des ajustements un petit peu partout sur le plastron, que ce soit la protection près des épaules, sur les clavicules ou la hauteur des bras, et même au dos, il y a multiples ajustements. Donc, en magasin, quand on vient acheter un plastron, il ne faut pas être pressé. Il faut prendre son temps, comme tu dis, bouger, voir.
toutes les protections. Parce qu'une rondelle qui arrive dans une ligue de hockey mineur ou une ligue de garage, une rondelle gelée qui frappe au mauvais endroit, pas protégée, ça peut faire très mal. Très mal, ça c'est certain. J'ai passé l'hiver sur des patinoires avec des jeunes, 7-8 ans. Et souvent, on me disait par les parents de ceux qui commençaient à être gardiens de but, « Ah, je veux pas acheter un nouveau plastron, je ne sais pas si mon garçon va être capable de le casser. » Est-ce que c'est la réalité, ça? Bien, oui et non. C'est sûr qu'il y a un temps d'adaptation pour une nouvelle pièce d'équipement, peu importe la pièce. Mais c'est important en magasin que l'enfant, dans ce cas-ci, comme tu dis, qu'il soit confortable dans son plastron. Tu ne veux pas que le gardien arrive sur la patinoire puis qu'il ne soit pas capable de bouger ou qu'il ne soit pas mobile du tout, parce qu'il n'y aura pas de plaisir. C'est important de prendre le bon plastron. En magasin, comme je disais plus tôt, nos spécialistes vont prendre le temps d'aider les gardiens, surtout les jeunes gardiens, les parents qui peut-être ont besoin de conseils, à faire les bons choix. Parce que j'imagine pour un gardien qui commence ou même un gardien qui continue d'évoluer, tu as plusieurs questions sur savoir comment trouver le bon plastron. Donc, d'avoir des gens spécialisés en magasin peut aider. Mais c'est une pièce d'équipement que tu as sur toi qui couvre presque tout le haut. Oui. Au niveau de l'entretien, pour être certain que ton plastron puisse durer longtemps et sentir bon quand même à la fin de la saison. Oui, tout à fait. C'est un petit peu comme toutes les pièces d'équipement. C'est important à la fin d'un match, quand on retourne à la maison ou si on reste notre équipement à l'aréna, dans certains cas, de bien faire aérer et sécher son équipement. Pour les odeurs, puis aussi pour la durée de vie. Donc, plus qu'on fait attention à son équipement, plus longtemps qu'elle va durer. Je craignais ce moment. On arrive à la fin. Éric, c'est terminé. Premièrement, je veux dire merci à tout le monde à la maison. Ça a été un plaisir de partager ça avec vous. Mais j'ai été vraiment chanceux cette année. Une grande source d'inspiration. Éric Dupont, merci à toi. Merci beaucoup, Bruno. Bien, Jasmin, j'ai un petit frisson quand même. C'est déjà terminé. Alors, moi, je prends 2 secondes pour te remercier. C'était une collaboration, encore une fois. C'était facile, agréable, professionnel jusqu'au bout des doigts. Je veux aussi remercier nos ambassadeurs de l'Académie Play 360 CCM. Ça a été vraiment, pour une première expérience, vraiment génial. Alors, Katia Aydrop, bien sûr, Mathieu Gravel, Denis Chalifou, merci de votre collaboration, de votre grande patience et de votre passion auprès des jeunes. Oui, tout à fait. Bien, écoute, merci, Danny, pour les bons mots et merci aussi à tous les collaborateurs qu'on a eu tout au long de la saison, les commanditaires qui se sont ajoutés à notre équipe cette année, qui ont été bien appréciés. Bruno Gervais, qui était avec les gens de chez Trio Hockey, Éric Dupont également. Alors, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique et un merci aussi à toi, Danny. C'est un plaisir de travailler avec toi, de t'entendre sur la glace avec les collaborateurs que tu vois. On apprend de toi à chaque fois que tu nous parles sur la glace. Alors, on espère que vous avez passé une belle saison et on va se revoir pour une 8e année l'année prochaine, au mois de novembre. D'ici là, bons Jeux olympiques. C'est la fin des Jeux olympiques. Et passez un bon été, profitez bien du temps et à la prochaine. Merci d'être là. Hockey le Magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et de Capto 2, Hygiène du sport. Capto 2, passe à l'action.